Bonjour Michel Benzeno. Bonjour Julia. J'avais envie de te dire salut, comment ça va? Parce que tu es un peu mon mentor dans la vie. Je vous présente mon mentor, les filles. Mais on est ravis de te recevoir dans Femme Corpo, bienvenue. Bonjour. Depuis le temps qu'on entend parler de toi. Exactement, je parle d'elle, je rêve d'elle. Michel Benzeno, ex-DG de Webedia. Tu vas tout nous raconter, une carrière corpo exceptionnelle. On est ravis que tu sois ici. On est ravis que tu aies préparé des fiches. Tu as des fiches. Comme à la télé. Exactement. Tu es la première femme corpo à avoir Alors, à la préparé télé, il y a que des les fiches. femmes qui préparent des fiches en général. Ce qui m'arrive, ouais. Et moi, je suis C'est souvent sur vrai des plateaux et toutes les femmes ont un carnet de notes et aucun homme. Et je vous jure que ça se vérifie Alors ça, c'est un signe... régulièrement. Ouais. Parenthèse fermée. Avant-coureur. Michel, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Je suis donc Michel Benzeno. Je suis dirigeante depuis maintenant plus de 25 ans dans les univers des médias, de la tech. Et toujours dans des entreprises, je dirais B2B, B2C, et qui sont dans des dynamiques de transformation, profonde transformation et beaucoup dans l'univers du numérique. Hem, voilà, ça c'est pour mon parcours. Je crois que ce qui me définit bien dans toutes mes étapes professionnelles, c'est que, d'un point de vue déjà personnel, je suis, la dernière, d'une famille de 4 filles. Et ça a beaucoup joué, dans tout ce que je suis aujourd'hui, on s'en parlera plus tard. Mes parents nés au Maroc, à Meknès, dans un tout petit village et qui ont émigré, en 55 en France, avec, 1 € en poche. Enfin, à l'époque, c'est les francs, hein. Donc ils sont partis de rien et je dirais que, oui, dans toute ma carrière professionnelle, ce qui me qualifie, je pense, c'est à la fois le trait d'union entre les anciennes générations et les nouvelles générations, ce qui justifie aussi ma place dans la famille. Et aussi des mondes qui a priori, où tout s'opposait entre ces mondes, qui est plutôt le monde de la création et le monde du business, qui étaient des mondes qui ne se parlaient pas. Et moi, j'ai toujours fait la jonction au travers des expériences entre ces 2 mondes. Et puis par ailleurs, je suis animée, je suis très engagée, assez activiste. J'ai beaucoup, combattu pour la mixité, mais pas seulement, l'équilibre entre les femmes et les hommes et la diversité dans toute sa noblesse. C'est-à-dire prôner pour, éviter de recruter toujours Profil. les mêmes profils, les mêmes cursus, universitaires, les mêmes entreprises, beaucoup de voilà, des jeunes, des vieux, des femmes, des hommes, des étrangers, beaucoup d'internationaux. Ça, c'est ce qui a aussi beaucoup dicté ma carrière. Et puis par ailleurs, ce qui m'anime, et on reviendra peut-être là-dessus, je pense que ça vient de mon éducation, c'est la transmission. Je suis née avec l'envie de partager et de transmettre et c'est pour ça que du coup depuis 4 ans maintenant, je suis enseignante à l'ESCP et à Sciences Po et par ailleurs très engagée auprès de fondations comme ADECO qui luttent justement, contre l'inégalité des chances, face à l'emploi et notamment mon prisme et c'est ce que j'ai eu la chance de faire ça chez Webedia, c'est que en fait l'idée c'est de lutter contre, voilà les inégalités, l'appauvrissement, les jeunes qui sont isolés de l'emploi et donner la chance, aux jeunes, notamment par le prisme du numérique et des métiers passion. Mmh. Est-ce que tu peux nous faire un peu ton CV depuis tes études, toutes les boîtes par lesquelles tu es passée, tu vois, les postes que tu as eus, Ouais. jusqu'à diriger Webedia? Ouais, alors il faut savoir que je suis quand même la ratée de la famille, on peut le dire. Quoi? Ah oui, oui, je suis la ratée de la famille. C'est fou de dire ça. Ouais, J'adore. quand on a son CV. Non, mais en fait, je suis issue de familles de médecins, d'avocats, de professions libérales. Mes sœurs sont toutes, médecins ou chirurgiens, dentistes et donc moi, j'étais la petite dernière, et j'ai beaucoup d'écart avec mes sœurs et elles me disaient toujours alors moi, j'étais habitée par la création. Je faisais de la danse, la guitare, le grand écart dans ma chambre, j'ai rêvé d'être styliste, donc je me faisais des costumes, où voilà, j'inventais des trucs pas possibles, et donc mes sœurs étaient désespérées et elles me disaient: «Non, non, mais toi, il faut que tu sois soit médecin, soit expert comptable, soit avocate, la création, ça mène à rien». Parce que tes parents faisaient quoi? Bah, justement, mon père était, typographe, donc il était entrepreneur. Ça a été l'un des premiers typographes en France d'ailleurs. Il travaillait, auparavant au Monde, à Libé, donc très en lien avec l'écrit et ma mère était, retoucheuse, couturière et Donc elle rien à faisait voir avec médecin et avocat. rien à Ah. voir, donc c'était des artisans entrepreneurs et donc voilà, moi j'avais vraiment envie d'assumer ma créativité et donc je par la force des choses, j'ai quand même réussi à faire des études, à la Sorbonne,
donc un parcours très universitaire et puis l'équivalent d'un master 2 en marketing, gestion commerciale, T'as grandi à communication. Paris juste? Je suis née à Paris et j'ai grandi Ok. à Paris. Et toutes mes sœurs sont nées à Paris d'ailleurs. Et à la fin de du DSS, je faisais une thèse avec ma binôme et je ne savais pas quoi faire. Honnêtement, j'étais... On était en quelle année là à peu près? alors là, c'est la préhistoire, hein. Mais je sais pas, on devait être que je te dise pas de bêtises, dans les années 90, ouais, c'est ça, 91. Et en fait, je ne savais vraiment pas quoi faire. Et par hasard, je suis tombée dans le monde des médias, mais vraiment par dépit. Et c'est vrai, je le pense sincèrement, c'est exactement comme ça que c'est arrivé. En fait, je voulais absolument travailler. Déjà, c'était mon moteur, parce que mon modèle, c'était mes parents qui avaient tout construit en partant de rien, avec beaucoup de détermination et à la fois de respect des autres, enfin des valeurs autour de voilà, l'empathie, la gentillesse, mais dans le sens noble du terme. Et mon père me dit toujours, le travail, c'est la santé, ma fille, il faut que tu travailles, que tu sois indépendante, toujours, toujours, toujours. Puis j'avais ce modèle. Et donc, j'ai ma binôme qui me dit, écoute, j'ai vu une annonce dans le Figaro quotidien qui recrute chef de publicité. Donc, et moi, en fait, pour tout vous dire, je rêvais d'être chef de produit chez Procter & Gamble. Quand je suis sortie Pourquoi de ce poste parce précisément? que c'était mon rêve. J'avais appris le sacro-saint Mercator. Tu sais, on t'apprend les 4 P, le prix, le mix produit, la distribution, le prix. Donc pour moi, le Mercator, c'était l'ascension sociale. Ok, d'accord. Et donc, je vous raconte ça quand même parce que ça augure ça explique pourquoi j'en suis arrivée là. C'est que comme je n'avais pas, à l'époque, en fait, parcours universitaire, tu n'avais aucune chance d'intégrer ces boîtes. Et ils regardaient exclusivement les parisiennes. Donc, il fallait faire HEC, l'ESSEC et limite le SCP, tu vois. Et le CELSA, Sciences Po, tout ça, c'était pas possible. Et donc, j'ai fait du forcing. J'ai envoyé peut-être, je sais pas, une centaine de CV. J'ai quand même passé la barrière des entretiens. Et en fait, je me souviens, une folle, j'avais été voir Procter, Reckitt Coleman, enfin toutes les grosses boîtes américaines. Et j'avais reproduit une zone de chalandise de supermarché. Elle me suit. Pour les convaincre. Bah oui, j'avais acheté tous les produits. Donc, tu vois, j'avais fait une zone de chalandise. Je ne sais pas si tu t'imagines de débarquer comme ça en entretien, avec tous les produits. Et je faisais un use case en live. Énorme. Mais ça n'a pas marché. Ah, Non, mais je pense que c'était un peu trop, tu vois, un peu trop décalé sans doute. Et puis je sortais déjà du cadre. Et donc, j'ai eu ce job, je me présente au Figaro, grande maison, avenue Matignon. Et voilà, et j'ai pris ce job, mais vraiment en me disant, je vais voir où ça va me mener. Et donc là, ça a été très dur parce que c'était un bizutage, puisque j'arrivais dans une grande maison, c'était la régie publicitaire du Figaro quotidien. Donc à l'époque, Figaro François, c'était très impressionnant, avec voilà, mes premières relations aux rédactions, les journalistes, etc. Et moi, je connaissais rien, et on m'a dit, bah voilà, open space, tu t'assois là, et puis on ne sait pas ce que tu vas faire. Bah tiens, on va te demander de développer le secteur de l'électroménager sur le Figaro quotidien, En publicité. en publicité. donc tu Donc, devais appeler des ouais. vendeurs d'électroménager pour leur proposer Toutes des les pages de marques, pub. exactement. Des petits quarts de page, tu vois, que tu vendais. Et j'ai quand même j'ai eu de la chance parce que j'ai quand même essayé de négocier. J'ai eu le droit de développer aussi le secteur de l'électronique grand public. C'était l'époque, tu vois, ça démarrait. On ne parlait pas de nouvelles technologies. Bon, donc inutile de vous dire que c'était vraiment très dur, que j'allais sillonner toutes les zones avec mes maquettes, mes talons de 12. J'avais 22 ans, enfin c'était vraiment pas T'allais en simple. face-to-face? Ah ouais? Alors j'allais en face-to-face et c'est super drôle parce que parfois, en entretien, comme j'ai recruté pas mal de jeunes diplômés, je leur demandais comment ils prospectaient aujourd'hui, hein. Comment, quand tu vois, tu as Ouais. plein de masterclass sur comment générer du newbies, comment prospecter. Et en fait, je trouve que les jeunes, et je veux pas du tout voilà, enfoncer des portes ouvertes ou lancer des poncifs, mais il n'y a plus le contact du téléphone. Tu vois, le fait de la culture du phoning, du hard selling et du phoning, c'est tout un art. Et je trouve que ça s'est perdu. Et moi, en fait, comme j'avais peur de rien et que j'avais envie de prouver qui j'étais, en fait, je faisais toutes les extensions de téléphone. J'appelais le standard, mais je changeais les 2 derniers numéros. Et donc, je tombais sur des gens que je ne connaissais pas et je disais: «Je voudrais parler au président, mais j'ai dû être orientée vers vous. Je suis vraiment navrée de vous désoler. Est-ce que vous pouvez me le passer?» Très Voilà, bingo. stratégique.
C'est Excellent. comme ça. Et tu trouvais le président. Très bon conseil pratique. Ah, mais à l'époque, ça marchait. Bon, maintenant, c'est un peu plus difficile. Mais ouais, et ça Alors, a très, marché. très bon conseil. Nous, on aime bien dans Femmes Corpo donner des conseils Ouais, aux jeunes femmes qui nous écoutent et qui ouais, veulent faire des grandes carrières. ouais. C'est vrai que le téléphone aujourd'hui est un peu mort et c'est dommage. C'est Et très moi, dommage. j'ai l'habitude de téléphoner à Ouais, des gens moi et aussi. je sais que ça aide à créer la relation Bien parce sûr. que comme plus personne ne les appelle, bah, en Exactement. fait, les gens sont un peu contents d'avoir quelqu'un au téléphone et en Complètement. fait, ça crée des discussions, ça crée des liens un peu en Absolument. dehors, voilà. Et le bon tips, moi, j'appelle à 19h30 parce que les gens sont rentrés Ouais, chez eux ou ouais, quoi. c'est pas mal. Et là, tu peux Ou tôt le papoter matin, peut-être. et tu as le temps. Ouais, Et en fait, en fait, c'est énorme d'appeler tout le monde, d'appeler les gens sans crainte aujourd'hui. Parce que exactement. comme plus personne le fait, bah, si toi tu le fais, on se dit ah cette petite jeune là, elle sort du lot. Tu marques des points. Voilà. Après le Figaro, qu'est-ce qui se passe? Après le Figaro, en fait, je fais mes classes pendant oui, 3-4 ans. Et en fait, l'histoire, le bizutage se termine plutôt bien puisque je crée les premiers suppléments numériques. On a été le premier quotidien à faire, vous vous souvenez de ces suppléments électroniques grand public, les 16-32 pages, qui se fendaient dans un quotidien. Alors, vous n'avez peut-être pas connu ça, mais c'était une révolution à l'époque. Donc au départ, je vendais des petits quarts de page, et puis après, en fait, c'était des 16 et 32. L'imprimerie devenait fou parce que ça marchait vraiment bien. Et en fait, c'était finalement les prémices du native ad, du native advertising, parce qu'en fait, c'était des suppléments éditoriaux avec finalement une présentation des produits et puis un appel à voilà, aller plus loin dans le funnel de conversion. Mais c'était super novateur à l'époque. Et donc, moi, j'ai vraiment créé ma place et j'ai vraiment développé ce business qui a très, très bien marché. Et ensuite, bah, c'est là où Le Figaro, ça a vraiment été une école de vente très difficile où j'ai appris à ce que je dis. Enfin, je dis toujours, est-ce que quand je fais passer des entretiens, c'est vrai que j'essaye de tester, est-ce que la personne en face de moi sait ce que c'est que d'avoir faim? Est-ce qu'elle en veut suffisamment? Ouais. Et ça, Je trouve que les jeunes ont faim de nos jours. ouais, en fait, je veux surtout pas faire justement encore une fois des idées préconçues sur les jeunes, C'est clair. ils demandent en premier lieu le salaire, puis le télétravail. C'est pas vrai en fait, et je pense qu'il y a tout et qu'il faut pas faire de généralité, et qu'aujourd'hui c'est dur pour eux, et que en enseignant, moi je vois ma promotion de cette année, c'est dur, et pour autant ils sont très résilients, ils y vont, ils osent. Donc je veux pas faire de généralité. Et juste rapidement, à ce Ouais. moment-là, quand tu es dans le Figaro, tu es mariée, tu as des enfants. Je venais de me marier. Je suis rentrée au Figaro en 96. Ouais, c'est ça. Et j'étais une toute jeune mariée. Donc j'avais pas d'enfant. Et donc j'étais contente parce que j'avais vraiment fait mes preuves en partant du plus difficile. Donc ça, c'était l'école de vente, l'école de la vie, on va dire. Et après, je me suis professionnalisée puisque j'ai eu la chance d'intégrer Axel Gans, ça vous parle? Le fondateur il a révolutionné la presse People. C'est lui qui a inventé Voici, Gala, Waouh. le groupe Public. Bertelsmann alors c'était pas le même groupe, mais qui est un homme d'exception, un homme de création, un homme de presse franco-allemand, enfin vraiment très très impressionnant. Et à l'époque, en fait, c'était une révolution puisque Voici arrivait et il avait créé un modèle print qui dépendait uniquement des ventes au numéro, qui était complètement indépendant du business, de la publicité. Et en fait, il avait vraiment créé un marketing promotionnel qui faisait qu'en fait, comme sur le web, tu avais des zones de chalandise avec des verticales, le people, il était le seul, il arrivait, il blastait le marché. Vraiment. Chalandise, blasté, Ouais. Fenel de création, tout à l'heure, tu as dit. Ouais. J'adore ce wording. Ouais, il était, voilà, j'arrive, il n'y a personne sur le people. Moi, j'arrive, j'ai créé Voici et je vais baser 100% de mon business model sur la vente au numéro, c'est-à-dire le fait que toi, tu vas à un kiosque et tu vas acheter un journal, un magazine, ce qui aujourd'hui paraît presque de la Ce que les science-fiction. gens font encore un peu, non? Encore, oui, mais moins, ça s'est numérisé. Et puis surtout, à l'époque, on était en disruption par rapport au marché parce que le business model des éditeurs de magazines, c'était plutôt 50% de revenus qui venaient de la pub et 50% de revenus qui venaient de la vente, que ce soit de l'achat. l'abonnement. Là, il arrive, il dit, je ne dépends plus du business, je ne dépends plus de la conjoncture publicitaire, et moi, je vais créer de l'envie et je vais créer du désir chez les gens, ils vont me racheter toutes les semaines. C'est pas mal quand même. Ah ouais. Et pour ça, il fallait avoir des sacrés scoops people. Ouais, mais enfin très très visionnaire. Et donc, pour la première fois, il décide de racheter un magazine qui n'est pas une pure création sortie de sa tête.
Et là encore, je pense que je vais finir par me dire que je suis vraiment vieille. Est-ce que vous vous souvenez de VSD? Vendredi, Ouais. samedi, dimanche, Bien les frères sûr. Siegel. Donc si je comprends bien, ce podcast est tout simplement un buzz. Pour toutes celles et ceux qui adorent ce podcast, ou qui l'aiment même un petit peu, vous avez plusieurs choses à faire. La première, quand vous écoutez le podcast sur une plateforme de streaming audio, vous mettez 5 étoiles sur les plateformes, que ce soit Spotify, Apple Podcast, Amazon Music et toutes les autres. Si vous regardez en vidéo sur YouTube, là, c'est très simple. Vous mettez un pouce, un like, un commentaire, une photo, une story, ce que vous voulez. En tout cas, communiquez sur ce podcast parce que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à l'écouter. On est trop contente que ça résonne chez vous et que vous utilisiez concrètement les conseils qui sont donnés dans les podcasts. En bref, abonnez-vous. Ils rachètent VSD. Et pour le coup, je suis chassée, appelée, et, création d'équipe. Tout le marché nous attend parce qu'il y avait une traction et du love autour de cette marque vendredi, samedi, dimanche. Et il veut en faire le Paris Match de la presse Pictures. C'est comme ça qu'on appelait cette catégorisation de magazines à l'époque. Et là, en fait, après l'école de vente, j'ai appris l'école de la rigueur. Parce que c'est vrai que Prisma Média, à l'époque, déjà était un formidable laboratoire avec beaucoup, beaucoup d'études, d'insights, de R&D, de panels, de groupes lecteurs, tout partait de la data. Et on ne parlait pas encore d'Internet, hein, mais ils avaient une intuition, ils le challengeaient via la vraie vie, via les gens, énormément d'études. Tout était vraiment dataisé avant de lancer un prototype ou un magazine. Et donc, j'ai vraiment appris ça. J'ai appris à la fois à être assez rentre-dedans, on va dire, et en même temps, beaucoup plus de structure, apprendre ce que c'est qu'un business plan, tenir des budgets, des forecasts, travailler en équipe, partir d'études, justement, des études sémantiques, des panels gros, pour donner du corps à la commercialisation d'un produit. Donc ça, j'ai beaucoup, beaucoup appris, vraiment. Ça a été une aventure humaine incroyable. Là, j'ai eu mon premier garçon, parce que je ne l'ai pas dit d'ailleurs, je suis aussi maman de 2 garçons. Beaucoup des femmes corpo se présentent en disant « je suis maman ». Et Ah, là, ça vient au bout d'une ouais, moi vingtaine de j'ai minutes. commencé par dirigeante, c'est vrai. Mais oui, je suis maman de 2 garçons, un de 25 ans et un qui va bientôt avoir 19 ans. Voilà. Et donc, j'ai eu mon premier enfant en 2000. C'est Voilà. ma génération. C'est ta génération. Peut-être qu'on voilà. se connaît avec ton Tu fils. vois, peut-être, Gabriel. Et en fait, là, ça a marqué une première étape où on se transforme, on est maman, donc c'est un vrai bouleversement, je trouve, pour une femme. J'ai cogité pendant mon congé maternité, et il se trouve que après VSD, qui a été une aventure incroyable, j'étais sur Capital aussi. Qui était issu de, alors rien à voir avec l'émission de télévision, mais qui était voilà aussi un mensuel, donc on va dire une temporalité plus longue, et puis c'était un peu trop, j'avais l'impression d'avoir pris ma retraite en fait, c'était un peu ennuyeux. Et donc j'en ai profité, je suis partie en congé maternité, et quand je suis revenue, j'ai été appelée par Denis Jambard à l'époque et Christophe Barbier, qu'on retrouve, qui est maintenant chez Franc-Tireur, pour rejoindre l'Express. Ah ouais, donc tu as tourné dans toute la presse Ouais, française. tous les grands médias. Ouais, ouais. D'accord. Et l'Express a été aussi une aventure incroyable, parce que j'ai vécu le 11 septembre, les élections présidentielles. Là, en fait, c'était les confs de rédac, les hommes politiques, les hommes et les femmes politiques. C'était quoi l'intitulé de ton poste à Là, pour le moment, je suis toujours au business développement. C'est-à-dire que je suis vraiment à la frontière entre l'éditorial, les rédactions et le business. D'accord. Toujours ce trait d'union. Mais ce qui a marqué la deuxième étape, c'est le management. C'est-à-dire qu'en fait, et ça, moi, je voudrais aussi un petit coup de gueule, petite page de publicité et un coup de gueule. C'est que ce qui est fou en France, moi, ça me rend dingue, c'est que tant qu'on n'a pas managé, on n'a pas accès à des postes de direction. Mais alors, c'est l'œuf et la poule, parce que quand tu n'as jamais managé, que tu veux, tu vois, tu es ambitieuse, tu as envie d'être promue, d'avoir grave. plus de responsabilités. On me dit, ah mais non, mais tu n'as pas managé. Ouais, mais donc en fait, on ne va pas s'en sortir. Oui, et puis des gens qui sont promus sont des très mauvais managers, et du coup, ce qui fait que Bah, ça peut arriver. tu es promu pour tes qualités stratégiques et pas pour tes qualités
managériale Oui, ou humaine, et du ouais, coup, tu te retrouves à manager des gens sans n'avoir aucune compétence ça en peut la matière. arriver. Et à l'inverse, tu peux ne jamais avoir managé et avoir l'intuition de savoir, c'est du bon sens. Et Ouais. voilà, c'est... Tu trouves pas que dans la crise du travail qu'on traverse, le pire, c'est le management, quoi? C'est qu'on manage encore les gens comme des bébés. Ça dépend des cultures, mais ça, c'est pas vrai. Enfin, tu vois, dès que tu traverses un peu tu vas un peu loin, je pense que les cultures américaines, les boîtes américaines, t'es pas du tout infantilisé. Et c'est une C'est culture tout l'inverse, hein. résultat. Et tu dégages si t'as pas Puis les- voilà, et au moins tu le sais. Mais moi, j'adore. En fait, au moins c'est cash. Oui, non, mais je parle des boîtes françaises Tu parles des plutôt. boîtes françaises? Ouais, mais bon. Ça dépend, mais ça dépend de la taille des boîtes déjà. Mais je trouve que ça a quand même un peu évolué, je trouve, hein. Mais je reviendrai sur pour moi, ma vision de ce qu'est les managers de demain, les leaders de demain. Ah, Bah, vas-y, dis-le Tu veux nous, que je le ouais, dise? c'est Ouais. maintenant. C'est quoi Alors, les leaders de demain? les leaders et les leaders de demain, en fait, souvent on me pose la question, mais alors est-ce que toi, tu as un style de management? Est-ce que tu crois au leadership au féminin? Alors ça m'énerve beaucoup aussi, parce que je pense que le leadership n'est pas genré. Il ne doit pas être genré, le leadership, encore plus aujourd'hui, même si il faut continuer à se battre et que le combat continue et que je trouve qu'on a beaucoup progressé. Mais pour moi, alors il y a un livre que je vous conseille vraiment de lire qui a fait un carton absolu à Silicon Valley qui s'appelle Founder Mode de Paul Graham qui a créé Y Combinator. Ce livre est dingue parce qu'en fait, lui, il dit que la nouvelle forme de leadership pour un dirigeant. Alors, avant, il y avait les 30 glorieuses, c'était facile, hein. Le dirigeant arrivait, c'était Dieu, l'ascenseur social, voilà, l'aisance économique, tout allait bien. Bon, après, il y a eu la crise et en fait, on se rend compte que plus d'inégalités, contexte géopolitique très compliqué, contexte économique, sociétal, enfin, tout explose. Et surtout, les dirigeants sont dépassés par les nouvelles technologies et ces ingénieurs, regardez un peu aujourd'hui dans le CAC 40 ou même dans les ascensions de certains dirigeantes ou dirigeants, souvent maintenant ce sont des profils d'ingénieurs. Euh, et donc moi, je pense que, et c'est comme ça que j'ai réussi à m'en sortir, en tout cas à progresser, à me protéger, à évoluer et à assumer cette carrière, c'est que lui, il dit que la nouvelle forme des leaders de demain, ce sont des leaders entrepreneurs, entrepreneuses. Et c'est-à-dire que dans le mindset, ce sont des tout-terrains, à la fois capables d'avoir la vision, la stratégie, le leadership, d'être un capitaine qui emmène et de projeter, de prendre les coups, de prendre les décisions dures, mais en fait d'être ce qu'il appelle end zone, c'est-à-dire sur le terrain, en capacité à pas être éloigné de ses équipes et à comprendre, à se retrousser les manches. Et à la limite, il n'a pas de bureau, il est complètement mobile et il va humer ce qui se passe sur le terrain. Il est toujours très proche du terrain. Et ça, je trouve que c'est un esprit d'entrepreneur ou d'entrepreneuse. Et ce qu'il dit aussi, ce que je trouve génial, c'est quand vous avez un dirigeant toxique, dites-lui à quel point il est généreux pour le déstabiliser et pour l'emmener là où vous voulez aller, parce qu'il y a une chance sur deux pour qu'il soit déstabilisé. Et surtout, la dernière phrase magique que moi, j'ai toujours eu en moi depuis que je suis née, c'est, parce que c'est marrant, ce podcast s'appelle Les femmes corpo. Mais moi, en fait, si tu me poses la question de comment tu as fait pour évoluer, arriver à ces postes-là, en fait, c'est très bizarre ce que je vais vous dire, c'est que j'ai l'impression d'appartenir à ce monde sans appartenir à ce monde. Oh. Et qu'en fait, j'ai réussi en hackant le système en permanence, Alors, en filoutant. Et alors, comment on mais filoute est-ce que ça veut dire que tu as un syndrome de l'imposteur, ce fameux syndrome de l'imposteur, ou Non. ça veut dire quoi? Non, c'est que parfois, en fait, tu as un chemin, et puis, tu vois, tu vas te rendre compte que le chemin, il est sinueux et que tu vas pas y arriver. Donc, il y a plan A, tu te dis, bon, si je respecte les règles, Où ça je vais m'emmène mettre 10 ans. Bon, a priori, je vais utiliser des chemins de traverse et parfois prendre des risques. Ou, tu vois, moi, ça m'est arrivé de parier sur des développements ou des lancements de projets très importants sans vraiment avoir l'aval, en créant des équipes projets, tu vois, doucement, un peu. Et j'étais presque sûre de mon coup, mais je prenais un risque. C'est ce que j'appelle hacker le système. Ou quelque part, quand tu es jeune débutante, tu arrives dans une boîte et tu fais toutes les extensions de téléphone jusqu'à tomber sur le président, c'est pas très corporate comme approche. Tu vois ce que Ouais. je veux dire? Bah oui, mais en Mais ça fait, te permet de l'avoir complètement.
exactement. bah, ça Je marche. trouve que le monde corporate te le rend bien quand tu es un hacker, c'est-à-dire que tu prends des risques Alors, et que tu mets tes oui, tripes sur la quand table. je dis hacker, j'ai volontairement été assez radicale. C'est hacker gentiment. C'est-à-dire que ça veut dire que quand même, puis moi qui étais dirigeante et manageuse de beaucoup d'équipes, il faut être un rôle modèle pour ses équipes. Donc, c'est toujours respecter le cadre, toujours aller œuvrer dans le sens de l'entreprise, des intérêts communs. Je ne dis pas qu'il faut être un punk et faire n'importe Non, quoi. mais être un peu Mais audacieuse. parfois, le corporate, c'est très codifié, c'est parfois, on n'ose pas. Et en fait, je crois que ça va aussi avec, moi, ce qui m'a aussi guidée, c'est que je suis toujours restée libre et j'ai jamais réussi à me travestir. Je suis toujours restée moi-même. Alors après, on aime ou on n'aime pas et ça m'a joué des mauvais tours, hein. Mais en fait, j'ai eu le luxe et la chance d'être toujours moi et d'être libre et donc voilà, peu importe, la méthode, faut arriver à son résultat. Mais toujours en accord avec mes actionnaires, avec le manager, ou avec le fondateur avec lequel quand je suis arrivée chez Webedia, je faisais partie de l'équipe fondatrice. On a toujours eu transparence, loyauté. Ça, c'est les règles. Il y a la posture, puis après il y a les valeurs. Et en fait, je crois que ça doit être encadré par des règles que moi, j'ai toujours essayé de partager avec mes collaboratrices, mes collaborateurs. C'est que souvent, ils viennent te voir, ils te disent: «Mais j'en ai marre, c'est trop dur, je bosse comme une malade, je ne suis pas rémunérée à ma hauteur, j'ai envie d'être promue, ça n'arrive pas, c'est super dur, blablabla, voilà». Et en fait, moi, je dis toujours: «Prenez votre destin en main et faites-vous une matrice». En fait, j'ai voilà, les 4 paramètres, il faut que tu checkes la liste. Un, est-ce que tu es dans un rapport équilibré entre ce que t'apporte l'entreprise et ce que tu apportes à l'entreprise? Réfléchis toujours à ça. Et en fait, la vie en entreprise, elle n'est pas linéaire. Et donc, il y a toujours des balanciers où il y a des jours où tu dis, j'ai pas été à la hauteur, j'ai préparé ce dossier et en fait, on a perdu un appel d'offres ou ça arrive de mal faire. Mais toujours se dire, je suis dans un rapport et un bon deal. Moi, j'allais te poser la question justement, est-ce que tu as un cas un peu concret où tu as pris un risque, où tu as fait une filouterie, comme tu dis, et on t'a voilà, remonté les bretelles dans le monde corporate? Est-ce qu'on m'a remonté les bretelles? Sûrement, mais j'ai pas d'exemple comme ça qui me vient à l'esprit. Oui, peut-être, dans le cas de lancement de projets, qui n'avaient pas été forcément adoubés, le business plan n'avait peut-être pas forcément été adoubé et en fait, à un moment donné, tu prends un risque et tu y vas et entre la conviction, la chance et le fait que tu rencontres un public, ça marche. Mais remonter les bretelles, non, j'ai pas de souvenir, parce qu'encore une fois, je parle de hacking et de filouterie, mais je reste quand même relativement corporate. Et toujours dans le respect de la hiérarchie, et encore une fois, je te dis, la loyauté, pour moi, c'est vraiment primordial. La transparence et l'honnêteté, donc voilà, ça passe toujours quand tu déroges pas à ces valeurs. T'es resté combien de temps DG de Webedia? 10 ans, 10 ans. Et t'as ouais. dirigé combien de personnes? 700 entre 700 et 800 personnes. D'accord. Et c'est quoi la Et règle d'or du management? La flexibilité? bah, je dirais, moi, j'y suis arrivée encore une fois en 2015, donc je faisais vraiment partie de l'équipe historique fondatrice. Donc on était 200. C'est déjà, on faisait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires et quand j'ai quitté Webedia, c'est une boîte qui a 2500 collaborateurs et qui fait 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui est présent dans 15 pays. Donc tu évolues avec, je dirais que c'est un groupe très particulier parce que, déjà parler de management, c'est un peu au démarrage une énorme start-up avec un fondateur très ancré, un actionnaire Fimala qui nous a vraiment fait confiance depuis le départ et qui a dit voilà, je veux que Webedia devienne un champion européen du divertissement en ligne, en partant des points de passion des gens, le cinéma, les séries, le jeu vidéo, le gaming, le jeu vidéo, le food, etc., le lifestyle. Et en fait, ça a été quand même une histoire de rachat consécutive d'entrepreneuses et d'entrepreneurs, et donc une culture d'entreprise très ancrée dans le faire, ce que je racontais, le faire, le discours par la preuve, le fait qu'il n'y a pas de petites et grandes tâches, il n'y a pas vraiment de hiérarchie et que tout le monde collectivement va créer de la valeur pour en fait conquérir le monde. Donc le management, en fait, là où ça a été un groupe atypique et ça a changé, bien sûr, quand on a commencé à se structurer, c'est que on était dans une organisation très flat, il n'y avait pas d'organigramme.
Il y avait très peu de hiérarchie et très l'idée par le fondateur qui avait son ancrage. Ça, c'était au tout début. Donc, et je vais te dire, je réponds à ta question sur le management. Vous êtes une femme corpo qui bouscule les codes de l'entreprise ou vous en connaissez une. N'hésitez pas à nous mettre un commentaire ou à nous envoyer un DM pour nous le signaler. On a trop hâte de vous recevoir sur notre canapé. En fait, comme on a inventé un modèle, il y avait une sorte de frénésie et d'adrénaline, mais moi, j'avais jamais vu ça avant. Sauf peut-être chez Yahoo, qui a été une expérience aussi assez dingue. Mais en fait, si tu veux, comme on donnait la chance aux gens, la chance aux jeunes d'être leur propre entrepreneur. On leur disait, voilà, en fait, tout le monde a sa chance, tout le monde peut jouer. Après, la règle, c'est qu'il faut piloter et tu seras jugé sur le résultat. Ce qui fait qu'en fait, on avait une sorte de communauté qui s'auto-modérait par le prisme des projets et du faire. Et donc, il n'y avait pas de sujet à peu de choses près. C'est pas je vais en référer à mon chef. Alors, ça a des défauts parce que, en fait, du coup, quand tu atteins une taille critique, ça peut pas être le Far West. Donc, après, on s'est structuré. Mais au démarrage, la culture, c'était vraiment la camaraderie et l'esprit de conquête et le fait d'inventer, de transformer, de créer et de façonner Internet. Et on a fait toutes les révolutions du web. Les sites, on était les premiers à créer des sites dans l'univers du divertissement où Google était le roi. Ensuite, il y a eu la plateformisation avec l'arrivée. À chaque fois qu'une plateforme arrivait, il y a eu Facebook, après YouTube, Snapchat d'abord, Instagram, TikTok, Twitch. À chaque fois, on anticipait les usages et on testait en live pour essayer de comprendre les algorithmes et puis déplacer nos business models. Ensuite, il y a eu la data avec l'intégration de la publicité automatique. Le programmatique, ça a été une révolution. Puis moi, j'ai vécu de plein feu aussi l'arrivée des créateurs de contenu avec les pionniers de YouTube, les Squeezie, Cyprien, qui étaient dans leur chambre, qui se filmaient avec leur GoPro, qui n'avaient jamais vu un studio de production de leur vie. Nous, on ne savait pas ce que c'était YouTube. On ne produisait que du texte, il n'y avait pas de vidéo. Donc ça a été une révolution et on a professionnalisé cette industrie. Après, il y a eu l'international, on a déployé tous nos business models à l'international. Et la dernière évolution en date, celle que j'ai vécue avant de partir, c'était le rachat d'Elephant, qui était un des dernières sociétés de production, voilà, indépendante, qui produit en l'occurrence 7 à 8 et pas mal tous les formats, tous les genres. Le grand oral. Le grand oral, les rencontres du papotin. Et là, en fait, tout l'enjeu, on arrivait au moment où, et c'est assez drôle de voir ce qui se passe aujourd'hui avec les annonces tonitruantes de TF1 qui se marie avec Netflix, France Télé qui s'allie avec Amazon. Et donc, la convergence des écrans, le fait qu'aujourd'hui, tu as 35% des gens qui consomment YouTube via l'écran de télévision, ça va forcer l'usage et donc, on va vivre une révolution qui va témoigner de la convergence entre la télé et le digital. Et donc ça a été l'une des dernières évolutions que j'ai pu aider les créateurs de contenu de passer d'influenceurs dans leur chambre à créateurs de contenu qui remplissent des salles de cinéma et demain, producteurs entrepreneurs. Voilà. Michel, on passe à la dernière partie du podcast. Ouais. L'idée, c'est de te poser des questions du tac au tac et tu y réponds, tu l'auras compris. Du tac au tac. T'es prête? Ouais. Ta plus grosse claque professionnelle? Alors, ma plus grosse claque, ça a été un voyage à San Antonio, pardon, qui a été un vrai traumatisme, puisque c'était chez Yahoo à l'époque. Et tous les ans, on avait une grande retraite, une conférence mondiale avec tous les Yahoos du monde. Donc, on était 20 000 employés. Et c'était un grand concours. Et chaque année, il y avait un pays qui gagnait le prix de la créativité. Et cette année-là, c'est la France qui a gagné. Donc, c'est moi qui ai gagné. Trop forte. Non, mais attends. Et donc, rapidement, je suis traînée pendant 3 mois parce que c'est des stages immenses à l'américaine, hein. Et en fait, toute la France compte sur moi donc on a une délégation officielle. Et il se trouve que je suis arrêtée à Londres pour une sombre histoire de passeport et je ne pars pas. Oh non, Trop Voilà. triste. un passeport Et donc, périmètre. good morning San Antonio, ça s'est arrêté là. Le métier que tu rêvais de faire à 10 ans? Je voulais être styliste et architecte. Un feed que tu ne loupes jamais? Un feed que je ne loupe jamais. Julia Layani. Ah, pas mal. À choisir, tu suis plutôt la data ou ton instinct? Les deux, mon capitaine. Ta signature, Michel, en 3 hashtags? Oh,
En 3 hashtags, bah, je dirais liberté, égalité, fraternité. Parfait. Merci adore. beaucoup, Michel. Merci beaucoup. Michel. Je